Alors, voyons voir ça. 1, 2, 3. Hop. Pas mal cette histoire d'épée dague à la française, hein. Va falloir qu'on y travaille un peu plus. Aujourd'hui, on va parler de culture des armes. Et vous allez voir que c'est un sacré bordel, parce qu'entre les noms contemporains, qui n'ont strictement rien à voir avec les noms d'époque, les formes des montures, les formes des lames, les modes, eh ben, accrochez-vous. Allez, on se retrouve après le générique. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne des arts martiaux français. Bon, déjà, un grand merci pour toutes les personnes qui ont regardé la vidéo que j'ai sortie sur est-ce que la savate est morte. Gros succès, incroyable, j'aurais jamais prévu, au moment où j'écris cette vidéo, où je la fais, hein, 7000 vues. Incroyable. Je ne pense pas que cette vidéo vous plaise autant que la dernière, mais n'empêche, un petit peu de culture des armes ne fait pas de mal. Alors, pour cette vidéo, hein, parce que la référence qui est vraiment, je vous conseille de la voir si vous aimez les armes blanches, c'est ce livre. Les épées portées en France, des origines à nos jours. Alors, portées ne veut pas dire fabriquées, d'accord? Il va y avoir des importations. Écrit par Jean Lost. C'est vraiment un très très bon bouquin. Très épais, très velu. Alors, excellent, voire même plus qu'excellent, parce qu'il va vraiment dans le détail. Le problème, c'est qu'en termes de maniement, on n'y a strictement aucune information. C'est pas son domaine, ça se voit, du moins, si c'est son domaine, il n'en parle pas. Et au niveau des noms des armes, ben, il y a une confusion qui arrive entre les écrits et ce qu'on retrouve aujourd'hui, les écrits anciens, hein, donc c'est un peu compliqué, on va essayer de dépatouiller tout ça. Alors déjà, en fait, pour commencer, qu'est-ce que ça veut dire escrime? Ben, l'escrime, c'est l'art de se défendre, d'accord? Tout simplement, c'est, en fait, quand j'ai créé la chaîne, Arts Martiaux Français, j'aurais pas dû dire Arts Martiaux Français, j'aurais dû dire l'escrime française. Mais on n'aurait pas compris. Je suis désolé, mais vous n'auriez pas compris. Là où je voulais en venir, tout simplement, parce que l'escrime, c'est ce qui veut dire en français l'art de se défendre. Donc il y a une escrime de la chaussure, l'art de la savate, c'est une escrime, l'escrime à la canne, l'escrime au bâton, l'escrime à l'épée, l'escrime à l'espadon, et ainsi de suite. Donc tout ce qui est dans le principe de se défendre, et ou d'attaquer suivant le contexte, quand on est dans un contexte plutôt militaire, eh bien c'est pour savoir se battre, tout simplement, se battre et survivre. Donc, à partir du moment où vous faites du maniement de l'épée qui n'a pas pour but expressément d'apprendre les principes de l'escrime, c'est-à-dire les principes de la sauvegarde de sa propre vie au détriment de celle de l'autre, à partir du moment où vous faites quelque chose qui est plus chorégraphie entre guillemets, artistique, eh ben, ce n'est plus de l'escrime, c'est du spectacle, c'est pas péjoratif quand je dis ça, mais c'est pour bien comprendre les termes. L'escrime artistique, en soi, ça veut rien dire, c'est comme si on disait l'eau sèche. Ça peut pas aller ensemble, parce que l'escrime n'est pas une chose de spectacle, et l'artistique dans le sens spectacle n'est pas une chose d'escrime. Donc, escrime artistique, grosse boulette, ça veut rien dire. Et on a aussi le terme escrime olympique. Là aussi, l'olympisme, c'est une vision sportive, hein, d'accord, puisque le but c'est de gagner des médailles, ou gagner mais sans tuer. Donc l'art de tuer sans tuer pour gagner une médaille, là aussi, ça va pas. Escrime olympique, ça ne veut rien dire non plus. C'est malheureusement, c'est pas un terme qui veut dire quelque chose. C'est le jeu de l'épée, ou on pourrait appeler ça un jeu de l'épée, ou le jeu de pointe, ou alors, mais pas vraiment une escrime. Dire que l'escrime est un sport, c'est un non-sens. Et bon, ben là, malheureusement, c'est bien ancré dans le crâne de tout le monde. Même moi, il m'a fallu un bon moment pour le comprendre. Et ben, malheureusement, on va faire avec. Mais maintenant, on va partir un peu plus dans le concret. Alors, techniquement, il y a deux familles d'escrime en France, plus une troisième complémentaire qui arrivera un peu plus tard, par nécessité, on va dire. On a l'escrime de taille et l'escrime de pointe. L'escrime de taille est faite pour
tailler, l'escrime de pointe est faite pour pointer. Voilà, j'ai tout dit. Ben, merci d'avoir regardé cette vidéo, maintenant vous pouvez passer à autre chose. Je déconne. L'escrime de taille va être plutôt ce qu'on va retrouver dans l'escrime à la germanique ou à la celte, qui est plutôt une... C'est plutôt très généraliste, parce qu'on va encore me dire oui, mais une fois, un jour, bref. C'est plutôt quand même des coups circulaires qui viennent chercher à entailler, à couper, entailler. L'escrime de pointe est plutôt... Là aussi, on va plutôt la retrouver de manière industrielle sous certaines époques de la Légion romaine, quand ils étaient encore équipés en gladius, où le but n'était pas de tailler principalement, mais de pointer. Donc ben, nous, on va rester plus ou moins quand même sur notre domaine, avec... Ben, hop là, la fabuleuse épée longue à la française, ben, c'est juste un espadon. C'est répandu partout en Europe, c'est pas une spécificité française, loin de là. Hein. Mais on peut pas dire qu'il n'y en a pas eu, puisqu'il y en a. Et ça s'appelle un espadon. L'espadon, donc comme vous le voyez, c'est une lame de métal avec 2 tranchants. Bon, alors là, c'est pas affûté parce que c'est une épée, c'est un simulateur. Donc il faut pas que ce soit pointu, mais il y a quand même une pointe. Le but, c'est de mouliner, vous voyez, comme ceci, pour chercher à tailler, à créer des dommages par la tranche, et on peut chercher aussi à pointer avec, mais du fait que la lame soit plutôt plate, l'espadon n'est pas une bonne arme pour la pointe. On peut le faire, mais c'est pas génial. Son pendant, que je n'ai pas ici, malheureusement, un jour ça viendra, c'est l'estoc. Alors on dit un coup d'estoc, oui c'est un coup d'estoc, mais l'estoc, c'est pas le nom de la technique, c'est le nom de l'objet. Et un estoc, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une longue épée, pareil. Jusqu'ici, c'est exactement pareil. Mais là, on va avoir une lame, non pas sous forme de feuille, hein, mais ça va être plutôt une barre, plutôt losange ou plutôt carré, ça dépend, où il n'y a pas de tranchant, ou très peu, même quasiment pas de tranchant, puisqu'elle est assez épaisse. Par contre, il y a une sacrée pointasse au bout, et le but, c'est de passer à travers. Là, on est vraiment sur une vraie escrime de pointe où le but c'est de... Alors on peut taper avec, hein. Effectivement, avec une barre en acier, si vous avez quelqu'un qui n'a pas de protection acérée sur lui, le fait de lui taper dans le genou, vous allez lui péter le genou. Et après vous l'embrochez. Mais c'est d'abord, principalement, le but c'est d'embrocher, de passer à travers le mec. Donc on a ces deux familles et ces 2 armes. Et petit à petit, ben, ça évolue avec le temps. Se rapetissent. Là, vous avez, ici, vous avez un autre modèle hein, qui est un peu plus petit. Alors, c'est ce qu'on appelle communément une épée bâtarde, parce qu'on peut la manier à une main ou à 2 mains, bon, voilà. Mais ça, on reste quand même sur un jeu de taille, d'accord? C'est très plaisant, beaucoup plus léger, mais un peu plus court. Et enfin, après, ben, nous avons ce qu'on appelle l'espée. Et ça, c'est donc une espée. C'est celle qui va se manier ou accompagné d'une boucle, ou d'un écu, ou voire même d'une dague. Alors là, c'est pas une vraie dague, quoique j'en ai une par là, je crois. Hop là. Donc voilà, on peut avoir très bien une forme d'épée-dague, hein, comme ceci, où la dague remplacera, et ça on le retrouve dans les écrits, remplacera l'idée de l'écu, et en ayant toujours une vocation de protection, elle aura aussi une vocation d'attaque, au corps à corps, ou de diversion, ou alors, voilà, Donc on a l'épée et la dague. On peut pointer avec celle-là, alors sur celle-là on peut pas, parce que effectivement, toujours pareil, le bout est arrondi, mais on peut pointer, on peut tailler. Elle est moins soumise à déformation sur le coup de pointe, tout simplement parce qu'elle est un peu plus courte, et va arriver son pendant, qui vraiment va être une révolution dans l'art de l'escrime à la française. C'est l'espée seule, qu'on retrouve dans le traité de Saint-Didier, que vous pouvez trouver sur la chaîne. L'espée seule, en fait, elle va vous apprendre à vous défendre avec seulement votre épée. C'est-à-dire que votre épée va être l'armure, l'attaque et la défense. Et ça, c'est révolutionnaire. C'est même l'épée seule qui va prendre le pas sur tout le reste, quasiment, pas de suite, mais très rapidement, elle va prendre vraiment le pas. Et ces épées médiévales qu'on retrouve encore sous François Ier vont un petit peu se complexifier au niveau de la garde petit à petit, parce que c'est vrai que la main est pas très protégée. Il va y avoir donc
des volutes d'acier tout autour. Hein. Alors, effectivement, il y a les noms actuels qu'on retrouve, des fois, c'est ce qu'on appelle des épées de côté. Ça veut rien dire, hein, c'est des épées. Là, pareil, quand il parle, quand Saint-Didier parle de l'épée, il ne parle pas d'épée de côté, il parle de l'espée. C'est une épée seule, parce qu'elle est seule. Donc l'épée de côté, ça veut rien dire. Ça veut dire quelque chose pour nous aujourd'hui, mais à l'époque, à cette époque-là, je pense que ça ne voulait rien dire pour les Français. Peut-être que pour d'autres contrées, ça voulait dire quelque chose, mais pas pour nous. Et après apparaît tout ce qui est, on appellera grossièrement les rapières, mais pareil, là aussi, toujours par rapport au bouquin, les rapières n'ont pas, j'ai pas l'impression que les rapières ont été fabriquées en France, il y avait d'autres choses. Et ces autres choses, ben déjà il y a toujours les stocks existent encore. Il y a notamment un estoc d'Henri II qui est exposé au musée des Invalides, je crois, c'est le Poulpe qui est allé voir. Il pourra peut-être mettre des photos à l'occasion. Et petit à petit, ben, ces armes vont s'affiner, vont s'alléger, et apparaîtra sous Louis XIII, Louis XIV, une arme que l'on nommera, et que je n'ai pas ici malheureusement, je ne pourrais pas vous montrer, la forte épée. Alors la forte épée, c'est vraiment elle qui pose les jalons de la tradition française au niveau des armes, avec une monture en laiton moulé et une âme en acier. Alors la forte épée, c'est une lame plate, un peu comme ceci, mais un peu plus épaisse sur le milieu, il n'y a pas de gorge en fait, au contraire elle est renforcée au milieu, elle est un peu en forme de diamant, très effilée, qui peut tailler et pointer. Dans le même temps, l'espadon n'a pas disparu, il existe toujours, on le trouve sous le terme de épée de rempart ou épée de brèche. L'idée c'est lorsque dans le camp retranché ou sur une place forte ou dans une ligne de bataille, il y a un trou, une brèche qui se fait dans la ligne, eh bien il y a des gars un peu fous furieux qui débarquent avec leurs espadons et ils vont chercher à battre en brèche les adversaires qui ont réussi à passer en faisant des grands moulinets. En fait, l'espadon n'est pas une arme de duel, loin de là, c'est une arme pas de mêlée, mais de moulinet. De mouliner sur 4 faces, où le but c'est de faire virevolter l'arme tout autour de soi pour chasser les personnes ou les découper en saucissons. Mais c'est pas une épée de duel à proprement parler, on a toujours ce fantasme de la grande épée du chevalier en duel avec cette personne. Non, c'est... Moi, de ce que j'en ai lu, c'est pas vraiment comme ça que, du moins dans ces dernières utilisations, c'est pas comme ça qu'ils le voyaient. Alors effectivement, en Allemagne, il y a les jeux avec l'escrime à deux mains allemande, notamment avec Joachim Meyer, tout ça. Hein. Et en même temps, on va donc avoir ces fortes épées qui, petit à petit, vont s'affiner jusqu'à devenir ce qu'on appelle l'épée plate. Alors là, pareil, j'en ai pas encore. Hein, je tâcherai d'en trouver. Je vais en mettre une image ou deux là si je trouve ce qu'il faut. Donc une épée plate, en gros c'est ça. Hein, c'est une épée plate avec 2 tranchants, d'accord. Une protection assez développée au niveau de la main, avec une branche de protection, plus des claviers, des quillons, tout ça. Donc c'est une épée qui va vous permettre de pointer, principalement, puisqu'elle est assez courte. Et on l'appelle ça, les Anglais appelleront ça la courte épée. Et vous pouvez aussi entailler. Alors c'est pas une épée qui vous permettra de couper quelqu'un en deux, mais vous allez pouvoir faire, avec les tranchants, avec les taillants, vous allez pouvoir entailler un petit peu les bouts de chair qui dépassent, et pour affaiblir votre adversaire, mais principalement vous allez voir pour pointer. Dans le même temps, parce que c'est pas si simple, quand je vous dis que c'était le bordel, c'est le bordel. Les stocks continuent à évoluer, et on va arriver donc sous certaines formes de rapières, qu'on appelle rapières ailleurs en Europe, hein, donc des armes très fines, très longues, faites pour la pointe, donc ça s'appelle rapière pour les autres, mais chez nous, il semblerait que ça s'appelle toujours estoc. Donc voilà, c'est pas une assertion péremptoire, hein, voilà, c'est de tout ce que j'ai pu lire, c'est la conclusion que j'en ai tirée pour le moment. Peut-être que dans 6 mois, 1 an, j'aurai changé d'avis par rapport aux nouvelles découvertes. Mais on reste donc sur une idée d'estoc d'un jeu de pointe. Et ça va donc chercher à évoluer encore. Et à un moment donné, on va avoir l'apparition de ce qu'on appelle un fleuret, d'accord? Un fleuret qui est une arme sans lame, avec uniquement une pointe, et qui est dédié spécifiquement à l'étude de l'escrime de pointe. C'est-à-dire que le fleuret n'est pas une arme, c'est un objet d'étude. Alors,
Au début, quand j'avais commencé à me renseigner sur tout ça, souvent on disait oui, ça vient du mot fleur, tout ça, oui, bon, pourquoi pas. Je voyais pas trop le lien, mais... Et puis les récentes recherches qu'on a fait avec Superfab, hein, comme d'habitude, eh bien on a découvert que fleuret avait aussi des consonances avec foil, et, ou avec du hollandais, mais je me souviens plus le mot, qui veut dire forêt. Alors forêt, pas le forêt d'arbres, ça pourrait, ça s'écrit pareil, mais forêt dans le sens, l'outil qui perce. Donc un fleuret, c'est un foil, un fleuret, un forêt, qui cherche à percer, à passer à travers. Ce qui correspond tout à fait à l'utilisation de cet outil, qui est un outil pour apprendre à faire des trous. Donc un fleuret, c'est un outil pour apprendre à faire des trous avec une vraie épée. Alors là aussi, je reviens sur les épées et les dénominations. Parce que je vous ai dit que c'était le bordel, mais vous ne pouvez pas imaginer à quel point. Parce que vous avez les dénominations actuelles et les dénominations d'époque. Souvent, on appelle ceci une épée de cour. Moi, je vous ai dit que ça s'appelait une épée plate. Ben, épée de cour, moi, je l'ai trouvé nulle part. Je l'ai trouvé nulle part dans les dénominations anciennes. Voire, j'ai vu marquer courte épée, épée courte, épée plate, ça c'est notamment le capitaine de Bast qui le dit. Et quand on regarde les Anglais, nos chers amis anglais, eux ils appellent ça une small sword. Alors comment on passe pour le même objet de courte épée à épée de cour? Ben, tout simplement parce que, à mon avis, hein, les collectionneurs ou les gens qui ont renommé cette arme, ben, ils ne savaient pas de quoi ils parlaient, tout simplement. Ils avaient un objet, mais ils ne savaient pas forcément à quoi ils avaient affaire, et je comprends pas. Oui, ça se portait à la cour, une épée, oui, je veux bien, mais c'est pas parce que ça se portait partout, en fait. Les militaires en avaient, la police en avait, il y avait des nobles qui allaient jamais à la cour, ils en avaient aussi. Ça n'a rien à voir en fait. C'était bien vu d'en avoir une ou pas, ou ça dépend des contextes. Par contre, gare à celui qui l'utilise en duel, surtout sous Richelieu. Donc épée de cour en soi, pour moi c'est un mauvais mot. C'est vraiment un mauvais mot. Le mot, moi, qui me paraîtrait le mieux, c'est courte épée. Ou épée plate. Voilà, sachant que courte épée, on peut le confondre avec une autre arme qui a exactement la même monture, mais qui s'appelle un carrelet. Et qu'est-ce que c'est qu'un carrelet? Ah ben un carrelet, c'est ça. C'est une épée, mais il n'y a pas de tranchant. Et la lame, alors je ne sais pas si vous le verrez, la lame est triangulaire. Alors là, le capitaine de Bast en parle lui aussi, il dit que c'est une arme vraiment infâme parce que elle tue quasiment sans coup férir. Les blessures occasionnées par ce type d'arme sont quasiment inguérissables, il y a une forme d'hémorragie interne qui se crée, on ne peut pas le soigner. Donc ça aussi, ça peut être une courte épée, mais je préfère le mot carrelet, au moins on sait de quoi on parle. Le carrelet, donc arme de pointe par excellence, puisque effectivement on pourrait s'amuser à gifler un petit peu avec le plat, un des côtés de la lame, mais il n'y a pas de taillant, même le taillant, il n'y est pas, hein. Il n'y a pas de tranchant, il n'y a pas de taillant, par contre il y a une bonne pointe. Alors, pour ce modèle, hein, comme vous pouvez voir, il y a des têtes de mort sur la coupole. Alors c'est intéressant parce que c'est une arme d'entraînement, elle n'est pas faite pour le duel, pour tuer, tout simplement parce qu'elle a été mouchetée. Alors effectivement, un petit coup de scie et la mouche s'en va, mais bon, on ne va pas abîmer l'objet d'origine. Alors pourquoi avoir moucheté une épée de duel? Tout simplement parce que les duellistes s'étaient rendus compte que les fleurets étaient trop légers par rapport à ces armes réelles de duel, et donc ils en ont transformé quelques-unes en outils d'entraînement pour s'habituer au vrai poids de l'arme lorsqu'ils en auraient vraiment besoin. Donc ça s'appelle un carrelet. Épée plate, ou courte épée, mais on va dire plutôt épée plate. Donc c'est une épée avec deux tranchants, et elle est plate. Carrelet, c'est une épée à lame à trilame, ou en triangle, à lame en triangle, avec une pointe sans tranchant, dont on ne peut faire que de la pointe. À l'épée plate, on peut aussi en tailler. Et enfin, il va se rajouter une troisième arme, qui elle apparaîtra au niveau des années 1780, et c'est ce qu'on va appeler le demi-espadon. Alors, le demi-espadon,
Ça ressemble à une épée plate, vous voyez, une monture d'épée plate, à peu près la taille d'une épée plate. Sauf que, vous allez voir là, il y a le tranchant, donc c'est un simulateur, enfin j'ai fait remplacer la lame, parce que la lame d'origine était très fatiguée. Un tranchant, un contre-tranchant, puis la lame devient plate, c'est ce qu'on appelle donc une lame à dos plat. Alors, à quoi sert le demi-espadon? Eh bien, c'est pour la troisième famille dont je vous parlais au tout début, c'est la famille de la contrepointe. L'idée du demi-espadon, c'est de pouvoir tailler et pointer en même temps. Du moins, être aussi bien dans l'un que dans l'autre. Ce qui est assez compliqué en vérité, tout simplement parce que pour pouvoir avoir une bonne pointe, ben, il faut que l'arme, le poids de l'arme soit assez ramené vers la monture pour avoir une pointe légère. Sauf que, si je veux avoir une bonne taille, il faut plutôt avoir tendance à ramener le poids vers l'extérieur, parce que sinon la lame est trop légère, et elle peut se plier. Et donc, le demi-espadon, c'est une expérience qui n'a pas vraiment bien marché. L'arme ne reste pas en service très longtemps, elle sera remplacée en 1816 par un modèle assez similaire, mais avec des renforts au niveau de la gorge pour rigidifier la lame, car effectivement, elle se plie. J'en ai un original et effectivement le bout est légèrement plié et ça se comprend très bien. Pourquoi? Parce que c'est vraiment très fin. Attendez, je vais vous montrer ça. Donc voilà un demi-espadon d'origine. Hein. Vous pouvez voir, hein. Alors c'est typique au niveau de la monture, il y a toujours un casque. Ou vraiment dans 95% des cas c'est un casque. On peut voir la lame, elle est beaucoup plus courte parce que ça c'est un des derniers modèles. Et, au début ils sont assez longs, à la fin ils sont assez courts. Alors ça c'est appelé, aujourd'hui on appelle ça une épée d'uniforme ou une épée à la française. Les Anglais appellent ça un spadroons. Ben oui, et quand on regarde les textes anciens, les textes d'époque, des contemporains de cette arme, ils appellent ça un demi-espadon qui peut faire démouliner et qui peut aussi pointer. Alors le demi-espadon, donc comme je vous l'ai dit, disparaîtra parce qu'il est trop fragile et laissera place à une autre arme un peu plus solide. Donc comme vous pouvez le voir, c'est quand même un sacré bordel, parce que suivant les époques, les noms changent, les formes changent, s'adaptent, se modifient, et je vous ai pas parlé de l'espadon, parce que l'espadon va suivre une autre voie, hein, ce sera peut-être l'objet d'une autre vidéo, si celle-ci marche pas trop mal. Et ben voilà, c'est assez compliqué. Vouloir simplifier à outrance les armes blanches en France, c'est vraiment passer à côté de tout un panel, de toute une histoire, de toute une culture des armes assez... Je pense que c'est dommage de passer à côté. Et c'est clairement pas aussi simple que ce qu'on le croit. Il y a des spécificités selon les époques, selon les armes, selon les modes. Donc il faut essayer de cadrer tout ça. C'est pas évident, hein, c'est clair. Hein. Aujourd'hui, j'ai réussi à dégrossir dans mon esprit à peu près comment ça s'ordonne. Mais dans 6 mois, 1 an, je pense que j'arriverai à aller un peu plus loin dans la compréhension de tout ça. Pour l'espadon, ben, nous verrons ça dans une autre vidéo, parce que ça prend une autre branche. Au final, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? Eh bien, que par rapport à la forme de l'objet, on va avoir une escrime qui va s'y adapter, qui sera plutôt de taille, plutôt de pointe, ou des deux. Par exemple, le jour où j'ai découvert le demi-espadon, j'ai eu le premier original dans les mains, je ne connaissais pas du tout cette arme, je n'avais jamais vu, je ne savais pas ce que c'était, donc j'ai fait ma petite recherche, j'ai quelques vidéos sur le sujet, le demi-espadon. Eh bien, quand j'avais posé la question un peu à droite à gauche, ben, au final, personne ne connaissait vraiment, c'était dans une grande famille, et puis basta, c'était famille épée de cour. Oui, mais non, mais l'épée de cour, il y a déjà 2 types de lames, alors c'est lequel, pourquoi, comment? C'est pas aussi simple que ce qu'on peut penser, c'est pas aussi simple que ce qu'on veut nous faire croire, surtout l'escrime à la française. Donc voilà, si ça vous intéresse tout ça, ben, n'hésitez pas à vous documenter, voire même à vous inscrire à ma chaîne privée Patreon, où j'explique les rudiments et les bases de l'escrime française, si ça vous intéresse, ainsi que de la savate, et du maniement de la canne et du bâton. Ben maintenant, je peux vous souhaiter qu'une seule chose, de ne pas avoir mal à la tête, et après avoir vu cette vidéo, et puis on se retrouvera un peu plus tard pour voir un peu comment évoluera cette histoire d'espadon. Allez, à la prochaine.